Nous sommes là pour parler des immunités parlementaires, mesdames et messieurs. Est-ce un privilège, une garantie juridique? On en parle ce matin avec nos différents intervenants. Christian Moleka, bienvenue. Merci. Votre micro. Vous êtes de l'UDPS, c'est ça? Non, je suis politologue, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Mais voilà, il est politologue. On espère vraiment avoir de vous des orientations, pas des politiciens, mais des politologues. Les politiciens sont en face. Non, ça, oui, ça, ce sont les définitions, mais on sait finalement comment ça se passe. Mais c'est bien qu'on ait un politologue, comme ça on reste un peu dans la science, n'est-ce pas? Et voilà, Christian Emango. Je me sens bien si on m'appelle politicien dans le cadre d'un homme d'État. Ah ouais? Qui pense l'avenir du pays, qui n'est pas dans les débats des personnes. Là, ça ne me dérange pas, je me sens à l'aise. Mais je suis juriste, analyste, je suis président de l'Assemblée des hommes libres, c'est l'association dans laquelle j'évolue. Sauf si on prend l'expression politicien dans son sens péjoratif, là, je ne m'engage pas, mais dans le sens d'homme d'État, je suis fier qu'on puisse m'appeler politicien. Alain Bolonjoa s'assume. Bon, moi, je suis personne. C'est ça l'essentiel. Ne commence pas comme ça, Alain. Et ben arabe. Je suis personne. En fait, je suis politique. Sincèrement. J'aime la politique. C'est depuis 2002 que je me suis engagé. Je me bats. Et je ne suis pas politologue. C'est-à-dire, je ne suis pas dans les théories. J'analyse les faits. Voilà, bien sûr. Et lorsque ça ne va pas, il est dit tout haut que ça ne va pas. Mais quand ça va aussi, Alain, il faut aussi nous dire que là, ça va. Non, là je laisse la chance aux autres de le faire. Je n'ai pas cette mission. Mesdames et messieurs, c'est Alain Bolonjoa qui est là également ce matin. Immunité parlementaire entre privilèges et garanties juridiques. On commence par Monsieur Christian. Oui, par Monsieur Moleka. On parle des immunités parlementaires, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'opinion devrait comprendre par ces immunités? C'est quoi les limites? Qu'est-ce que c'est au préalable? Eh bien, l'opinion devrait reconnaître que ce qu'on appelle l'immunité a été appelé hier privilège. En fait, c'est la même chose d'ailleurs. Dans les passés, le concept qui était utilisé, c'était le concept de privilège. L'immunité parlementaire est liée historiquement à l'émergence des chambres, notamment en Grande-Bretagne. Donc vous avez les élus de la Chambre de communes qui avaient cette mission délibérante de contrôler les rois, et face à l'ingérence de la couronne et des tribunaux, on a donné aux députés, à côté de la liberté de parole, l'autre pendant qui est le privilège de ne pas répondre pendant l'exercice de leur mandat à quelques aménagements pénals pour leur permettre de garantir leur liberté et donc de bien faire leur boulot. Historiquement, donc, l'immunité parlementaire est une conséquence du travail parlementaire du député et donc un pendant de la liberté de parole. On ne peut pas accorder liberté de parole sans protection parce que face à la couronne, face à l'exécutif, le député, pour mieux faire son travail, a besoin de cette protection-là et qui lui permette donc de garder son indépendance d'esprit et sa liberté de contrôler l'action de l'exécutif. Donc, originellement, c'est que l'opinion doit retenir. Puis, l'usage a évolué. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'immunité, il a essentiellement deux côtés. Il y a l'irresponsabilité des actes posés, mais également l'inviolabilité, parce qu'on ne peut pas l'arrêter pendant... Mais tout ça reste dans le cadre de l'exercice de fonction d'un député, c'est cela? L'irresponsabilité est liée aux actes posés. Lorsqu'on est élu, les actes que l'on pose, on est couvert par l'irresponsabilité des actes. Et c'est intemporel. Par contre, l'inviolabilité est même liée aux actes posés comme citoyen. Prenez l'exemple du président de la République, par exemple. Il peut commettre, pendant son mandat, des infractions. On va revenir. C'est une façon d'illustrer pour que les gens comprennent. Non, on peut faire illustrer avec les députés, si vous plaît, les députés, dans l'exercice de son mandat, il peut commettre des faits qui vont entraver son mandat, et donc la protection permet de protéger le mandat, pas forcément la personne, mais le mandat. De sorte que, durant l'exercice de son mandat, il est inviolable. Sa personne est inviolable, sauf autorisation de la Chambre qui peut élever l'inviolabilité, notamment pour les cas de flagrant délit. Ça, ce n'est qu'une ouverture qu'on a faite récemment. D'ailleurs, la France l'a fait en 1995 et nous, on l'a copié récemment. Donc, chez nous, quels sont les cas de flagrant délit pour qu'on puisse tomber, pour qu'on puisse lever et puis permettre à ce qu'une procédure soit entamée? Non, c'est que Christian a parfaitement expliqué, c'est que lorsqu'on est en flagrant délit, en ce moment-là, l'immunité ne joue même pas.
Ça, c'est déjà un point qu'il faut relever. C'est lorsqu'il n'y a pas flagrance. Et nous avons eu un cas ici, le cas Jean-Jacques Mamba pour cette législature même, dont on avait accusé faussement d'avoir, parce que la Cour de cassation a déjà établi qu'il n'y avait jamais eu cette signature bidouillée, dont on avait accusé faussement d'avoir falsifié une signature. Et qu'il a été poursuivi parce qu'il y avait flagrance, même si cette accusation-là était apparue 2 semaines après. En ce moment-là, si jamais ces faits-là étaient établis, on aurait dit qu'il y avait flagrance. Dans l'hypothèse de flagrance, l'immunité ne joue même pas. Mais l'immunité joue dans l'hypothèse des actes où vous avez posé, et c'est comme il l'a dit, ça ce sont les immunités de fond, ce sont les actes que vous posez qui sont liés à votre fonction, qui sont intemporels. C'est-à-dire vous êtes député, vous dites que le chef de l'État est irresponsable. À un député, si on avait dit que c'était outrageant pour le président de la République, que le président de la République n'a pas réfléchi avant de prendre sa décision, on peut considérer ça comme un acte outrageant pour le président de la République. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que c'est aussi rétrograde parce que ça appartient aux anciennes démocraties. Aujourd'hui, ça a évolué. Mais donc, en ce moment-là, on peut estimer que le député, quand bien même l'acte qu'il a posé, il y a flagrance parce que c'est une infraction qu'il vient de commettre ou qu'il est en train de commettre, mais il ne sera pas arrêté parce qu'il a posé cet acte-là dans l'exercice de ses fonctions. Il peut même dire, le Premier ministre qui est là a volé. C'est une imputation dommageable, mais qui ne sera pas arrêté parce que c'est dans l'exercice de ses fonctions. Mais si après l'exercice, après le mandat, il peut être poursuivi. Même après le mandat, on dit c'est intemporel. Si c'est un acte qu'il a posé dans l'exercice de ses fonctions, c'est intemporel, comme vient de le dire Christian, il ne sera jamais poursuivi. Il ne sera jamais arrêté, il ne sera jamais condamné pour cet acte-là. Mais si le député national tape quelqu'un, comme un des députés dont je vais taire le nom, qui m'a déjà menacé une fois à l'Assemblée, au Palais du Peuple, croyant qu'il avait tous les droits, comme il est au Palais du Peuple, il croit que c'est sa maison et que quand j'étais là-dedans, j'étais venu violer la maison d'un député qui m'a menacé, qui a voulu me taper ce jour-là. Vous connaissez ces députés-là, ils se promènent généralement pieds nus dans les manifestations. Et vous imaginez qu'un tel député a pensé cela, posant cet acte-là. C'est un cas de flagrance, il sera arrêté parce que ça n'a rien à voir avec l'exercice de ses fonctions. Un député n'est pas autorisé à frapper quelqu'un. En ce moment-là, il peut être arrêté, c'est un cas de flagrance. Mais si l'infraction n'est pas constatée en flagrance, il ne sera pas poursuivi pendant ces temps-là. Sauf si le Parlement, la chambre dans laquelle il appartient, si cette chambre-là lève ces immunités-là. Donc c'est une infraction qu'il a commise hors exercice de ses fonctions, et si la Chambre estime qu'il doit être poursuivi, ces faits-là sont avérés, on peut lever les immunités et il peut être poursuivi. Sinon, si la Chambre estime qu'il n'y a pas opportunité à poursuivre en ce moment-là, les députés, par exemple, est en train de soutenir une loi qui est très importante, pendant ce temps-là, il est important à participer dans les débats parlementaires, la Chambre peut estimer que revenez après, quand son mandat aura expiré, là vous pouvez venir pour le poursuivre. Donc je pense, à mon avis, c'est qu'on peut entendre des immunités, à quel moment on peut actionner les poursuites et à quel moment on ne peut pas les actionner. Je comprends pourquoi nos députés des fois se comportent de cette manière, parce qu'ils savent qu'ils sont intouchables, je peux le dire comme ça. Alain Bolodjoa. Je ne pense pas. On répondra vraiment à cette question-là. Je crois que la réponse a déjà été donnée. Tout se fonde sur l'article 107 de la Constitution, où on précise les conditions dans lesquelles on peut poursuivre un député, ou sinon ne pas le poursuivre. C'est vraiment un privilège. C'est justement parce que pendant qu'ils sont en fonction, on ne peut pas le poursuivre pour certains faits. Pas tous, mais pour certains faits. Mais ce qui est vrai, ils bénéficient déjà au départ d'un privilège juridictionnel. Ils ne peuvent pas être entendus par un simple policier, comme un OPJ. Justement, il ne peut pas se présenter devant certains, comment je peux appeler, certaines juridictions, justement, parce qu'ils ont un privilège juridictionnel. Ils peuvent être poursuivis par la Cour de cassation. C'est déjà un juge qui a été choisi pour eux.
Parce qu'ils ont une certaine responsabilité de l'État et ils doivent être protégés, je crois que nos amis l'ont dit. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même des abus. Hein, il y a quand même des abus parce que nous avons eu à assister à certains faits. Il a cité un cas d'un député, mais ils sont nombreux. Ils profitent par moments de la faiblesse de l'administration judiciaire. Voyez-vous, parce que quand ils posent des actes, même en flagrance, les policiers qui sont là se disent non, voilà, on ne peut pas arrêter un député justement parce qu'il est couvert des immunités. Parce que l'administration n'a pas cette information. Ce qui fait que par moment, quand ils posent des actes, déjà, ils devaient être arrêtés en flagrance et que la personne ou le commis qui est devant lui n'a pas l'information, eh bien, ils essaient toujours de contourner la justice et au final, ça pose problème dans la pratique. Je crois que ceux qui ont pensé, ceux qui ont développé cette idée n'avaient pas totalement tort. Essayez un peu de vous imaginer, vous êtes député, vous parlez des questions sensibles qui par moments mettent en mal les intérêts de ceux qui ont le pouvoir réel dans l'État, et ils constatent que vous mettez en mal leurs intérêts. Ils peuvent aussi poser des actes justement pour vous faire taire. En tant que représentant de la population, vous devez être protégé parce qu'on doit rendre plus lourde la procédure pour vous arrêter, justement pour permettre à ce que vous soyez... quand on parle de l'immunité, on ne dit pas que vous êtes exempté des peines, mais on dit que la procédure doit nécessiter l'autorisation de la Chambre ou sinon de la plénière pour que cette fois-là, on autorise à la justice de vous poursuivre. Et cela permet aussi de garantir une certaine indépendance des institutions. Voyez-vous, donc moi personnellement, je considère que l'approche développée par le constituant était une bonne approche, mais il faut toujours continuer à sensibiliser l'administration parce que c'est surtout au niveau de l'administration et de la population qui se posent tous ces problèmes-là. Vous prenez le cas des députés qui sont aujourd'hui députés ou parlementaires qui ont eu à assumer de hautes fonctions dans le passé. Ça pose problème. Nous avons beaucoup de cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu à assumer de hautes fonctions et aujourd'hui il se retrouve au Parlement, il profite de cette immunité et ça doit nécessiter l'autorisation préalable pour qu'il soit poursuivi. Sur cette question-là, on doit essayer de revoir. Un autre problème, c'est aussi par rapport à la fonction de député. Parce que dans l'ancienne Constitution, avant qu'elle soit révisée, on avait clairement dit que celui qui quitte le Parlement devait en principe perdre son siège. C'est son suppléant qui doit les remplacer. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Même si il a assumé de fonctions d'État qui sont incompatibles avec la fonction parlementaire, et bien juste après d'avoir assumé cette fonction, il peut revenir directement. Ce qui veut dire que pendant que la justice va chercher à enclencher le processus pour le poursuivre, automatiquement, il va regagner son siège dans le temps. Automatiquement, quand il rentre au Parlement, ça constitue un blocage. Ce sont des débats que nous devons aussi continuer. Apparemment, c'est pas ça. Non, je ne partage pas cet avis-là parce que est-ce que c'est la faute de quelqu'un qui a été député et qu'on estime qu'il a des compétences à exercer une fonction incompatible et qu'il soit appelé là-bas? Quand il finit, lui, le peuple l'avait élu. Mais Mango, on sait très très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, la majorité des parlementaires préfèrent aller au gouvernement parce que ça paye mieux. Je vous donne nous avons un politologue ici qui va vous dire. Ils doivent rentrer. Nous avons un politologue ici qui va vous dire. Vous pensez que vous pouvez être Premier ministre en Grande-Bretagne si vous n'avez pas été parlementaire? Bah ça, c'est un système qu'on a. Mais justement, ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'il y aura que ailleurs. Vous, Non, vous êtes ce de n'est pas façon qu'il n'y aura permanente que celui qui le problème chez nous. Non. Non. Le problème chez nous, on risque de déplacer même les débats sur les immunités. Mais le problème chez nous, c'est que lorsqu'on devient membre du gouvernement, on prend un suppléant. Et comme à Sikokop, on sait déjà qu'on sera dans le gouvernement, on prend son fils, on prend sa sœur, et ça devient maintenant une affaire de famille. Or, on aurait souhaité peut-être que ce soit la personne qui était deuxième dans la circonscription puisse revenir ou bien dans le parti. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les immunités ne doivent pas être confondues à, à quelque chose où
à une impunité définitive. Non. Merci de nous faire revenir les sur les rails. Les immunités ne doivent pas être confondues à ça parce que... Il faut que cet aspect, c'est justement ici le problème. Ça veut dire que les immunités... C'est que tu as assumé des responsabilités, mais lorsque tu rentres, tu retrouves ton siège. En tant que parlementaire, tu es exempt. Je vois Bolodjo soulever un problème qui est très pratique. Et il ne faut pas que s'il y a une faiblesse des textes, qu'on puisse dire que c'est la faute de ces personnes-là. C'est vrai, il y a toujours des calculs politiques. Lorsqu'on sait qu'on a commis tel ou tel autre acte, et pour se cacher, on va chercher là où il y aura les immunités. Mais aussi, il faut dire, lorsqu'on sait qu'une personne est un potentiel candidat, par exemple, aux prochaines élections, on peut chercher à le poursuivre, même quand on sait que les faits dont on est en train de lui reprocher n'ont pas leur raison d'être. Mais la justice fera son travail. Justement, alors cette justice-là, si on veut la laisser faire son travail, moi je vous donne un cas pratique. Je vois que Christian est vraiment impatient à prendre la parole, mais qu'il me donne juste une minute. Moi je vous donne un cas pratique. La justice doit faire son travail. Ceux qui sont à la maison, ils peuvent vérifier le règlement intérieur du Sénat et sur les réseaux sociaux. L'article 218 du règlement intérieur du Sénat dit ceci. Si vous voulez poursuivre un sénateur, vous pouvez le poursuivre, il faut lever l'immunité et tout ça. Mais l'alinéa dernier, si je ne m'abuse, ou quatrième, dit ceci, que lorsque vous êtes en vacances, le procureur général près la Cour de cassation, j'ai dit bien le procureur général près la Cour de cassation, lorsque les sénateurs sont en vacances, le bureau peut lever les immunités de ces sénateurs-là, mais le bureau ne lève les immunités de ces sénateurs-là que si le bureau entend le procureur général près la Cour de cassation. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que vous savez que le cas que notre Sénat vient de connaître il y a quelques jours ici, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui poursuivait, pas près la Cour de cassation. Alors dites-moi, si les sénateurs étaient allés en vacances et qu'on avait refusé de lever les immunités du sénateur dont on est en train de parler ici, Matata Pogno ou Ida Kamoji, il n'y avait pas qu'un seul sénateur, est-ce que le procureur général près la Cour constitutionnelle allait continuer à lever les immunités pendant que leur règlement intérieur dit que c'est le procureur général près la Cour de cassation? Donc vous voyez qu'au niveau de l'application des textes, le procureur général près la Cour constitutionnelle dit qu'il est compétent à poursuivre les personnes dont il est en train de viser, alors que les textes disent que ça doit être une autre personne. Donc il ne faut pas maintenant ramener. Si nous devons suivre la procédure, si nous devons suivre les textes, alors nous devons nous référer aux textes. Il ne faut pas maintenant trouver des raisonnements pour dire non, moi je les poursuis parce qu'il était ancien Premier ministre. Mais on ne peut pas poursuivre un ancien Premier ministre pendant qu'il n'est plus Premier ministre. Ou vous poursuivez les premiers ministres comme la Constitution vous dit, ou vous ne poursuivez pas les premiers ministres. Donc c'est ça la lacune. Et il faut vous poursuivez l'ancien Premier ministre. C'est ça la lacune. Il faut savoir respecter les textes. Et si les textes ont une faiblesse, il faut présenter la faiblesse de ces textes-là, demander au juge de pouvoir peut-être présenter une jurisprudence, plutôt que de chercher de passer en force. Mais ayez le courage. Nous on est population, on est opinion, on a envie de comprendre, hein, monsieur le politologue. C'est vrai qu'il y a l'esprit de la loi, des textes, mais il y a aussi une opinion publique qui veut comprendre ce qui se passe. On est en train de se retrouver finalement dans un contexte où on aurait l'impression que ça va être une république où ceux qui ont des immunités n'auront plus à rendre des comptes, n'est-ce pas? Sinon qu'à aller lors des vacances, faire leur restitution entre guillemets auprès de leur base. Parce que lorsqu'ils vont faire des restitutions auprès de leur base, c'est normal. C'est eux qui racontent, ils sont applaudis. Mais quant au reste de la population, c'est comme si on n'a plus l'intérêt, parce que l'obligation, ça devient très très fort en ce moment, on n'a plus l'intérêt à nous dire, voici ce qui s'est passé, voici ce que vous devriez savoir. Madame, il y a deux considérations à prendre de mon point de vue. La première considération, c'est qu'il faudrait que la population retienne que l'immunité est liée au mandat. Et que lorsque votre mandat a pris fin, vous n'êtes plus sous l'immunité. Les choses de l'État, parce que si les faits ne sont pas prescriptibles, cette personne peut être de notre pays pour aller ailleurs. Il y a quelque temps, le président français Nicolas Sarkozy a été sanctionné pour l'affaire Big Malion. Cette affaire remonte au moment où il était en train de gérer. Si vous regardez un peu plus récent, il y a le président Chirac qui a été condamné pour les affaires des emplois fictifs lorsqu'il était maire de Bordeaux. Mais il a été condamné après qu'il soit président. Ça veut dire que la justice de l'État
s'applique également dans le temps. Et on n'est pas forcément obligé de faire de manière passionnée la justice, comme si l'État était lié au présent. Ça, c'est une communication sur laquelle on doit également sortir. La justice peut s'inscrire dans le temps, on continue à... qu'il peut se faire chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, on a eu des cas de flagrance. On a eu l'honorable Moukonkole qui a été arrêté, je crois, entre 2006 et 2011, qui a fait la prison pour une affaire de recel. Moïne Zangui aussi. Exactement. On a eu des cas de flagrance. Mais pour les cas d'immunité, pour les cas d'espèce, lorsqu'un élu est couvert par l'immunité, l'immunité prend fin à la fin de son mandat. Et la justice peut s'appliquer, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il faut dire également qu'on ne peut pas qu'appliquer la justice lorsqu'on est élu. Il faut que notre justice soit forte pour attaquer ceux qui sont à l'exécutif. Parce que les actes dont on fait allusion aujourd'hui sont des actes qui ont été posés pendant qu'ils étaient dans l'exécutif. Est-ce que notre justice est capable de remettre devant le barreau des gens qui sont dans l'exécutif? Je crois que si on arrive à ce débat, on ne ferait même pas un débat d'immunité, parce qu'il y a des gens qui sont dans la gestion, dont on n'est pas capable de gérer. On entend qu'ils quittent les fonctions pour qu'on puisse les arrêter. Ça ne devait pas fonctionner comme ça. Dès l'instant où ils sont en gestion et que dans leur manière de poser les actes de gestion, ils posent des actes qui sont répréhensibles, mais les procureurs ont le droit de mettre devant la justice et devant leur juridiction les personnes qui sont en train de gérer. Donc on fait un débat à rebours et qui complique la chose parce que notre justice n'est pas à même aujourd'hui de mettre devant leurs responsabilités ceux qui sont en train de gérer. Je crois que c'est ce regard-là qu'on ne pose pas et qu'on se limite uniquement à aller vers l'immunité. Et pour la population, je vais finir par là, c'est le peuple qui choisit les représentants. Malheureusement, chez nous, généralement, la campagne, c'est papa social, apesi polo bien, à l'attaque bien, et puis tout ça. Qui sanctionne, et qui ça, la population n'a pas le temps d'échanger avec les élus, notamment ceux qui ont géré, pour avoir suffisamment d'informations pour élire les gens. Lorsque la population envoie au Parlement des gens répréhensibles, c'est la population qui participe à couvrir les criminels. Donc si le peuple veut être responsable, il faut qu'il ne vote pas ceux qui ont des dossiers très sales et qu'ils permettent à la justice de faire son boulot. Ça, c'est la part de la population qu'il faut également mettre en avant. Mais, oui, Alain. vous me permettez, mesdames, je crois que c'était ça, au fait, la question que je voulais mettre en évidence. La Constitution n'a pas interdit à la justice de poursuivre ceux qui sont en fonction. Et fort malheureusement, la justice apparaît caporalisée à telle enseigne qu'elle évite à nous lancer dans le débat du genre un ministre en fonction soit poursuivi ou un premier ministre soit poursuivi. Oui, parce que chaque fois on attend. Oui, si déjà on pouvait avoir ces débats-là, naturellement on ne pouvait pas parler des immunités des gens qui ont eu à assumer des fonctions. Et notre problème, c'est par rapport à la responsabilité de la population. Là, je m'inscris en faux. Parce que je sais qu'on ne peut pas aussi condamner quelqu'un dès lors qu'on n'a pas prouvé qu'il était effectivement coupable de ces faits-là. Il n'y a que la justice qui peut nous éclairer sur la question. Quelqu'un qui vient à peine de sortir du gouvernement, vous dites non, voilà, il a mal géré. Mais vous êtes qui pour le condamner? Il faut que la justice fasse son travail. Mais s'il y a des preuves, Alain. Non, mais il y a des preuves, mais s'il n'y a pas de jugement, ce qui veut dire qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Ce sont là aussi des réalités. Mais cela n'interdit pas à la population de sanctionner politiquement certaines personnes, justement par rapport à la clameur publique. On peut se décider, non, voilà, on ne peut pas voter pour tel parce qu'il y a des présomptions de culpabilité, on l'exclut de la compétition. Mais là aussi, nous risquons d'ouvrir une brèche pour ceux qui cherchent à détruire ou à salir les autres. Parce que par moment, on peut crier au voleur alors qu'il y a un innocent à côté. Vous savez, la question soulevée par notre ami Emango, c'est vraiment une question pertinente. C'est par rapport à la compétence de la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Voilà. Parce que tout ce que nous vivons là aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a une confusion entre ténus sur qui doit poursuivre qui. Lorsque vous nous dites, non, il fut Premier ministre, donc il doit être poursuivi par la Cour constitutionnelle,
alors que vous devez demander la levée des immunités au niveau de la Cour de cassation, et la Cour de cassation ne connaisse, les Sénats ne reconnaissant pas cette compétence à la Cour constitutionnelle, vous mettez en mal l'option. Alors, j'ouvre une brèche déjà, puisque le Sénat ne reconnaît pas cette compétence à la Cour constitutionnelle. Pourquoi il traite du dossier? Ce sont là les débats, parce que ça vient de mettre à nu le caractère politique de la démarche. Parce que si on sait que tel était ancien Premier ministre, mais aujourd'hui il ne l'est pas. Si la Constitution vous dit le juge naturel du Premier ministre est la Cour constitutionnelle, et que la personne n'est plus Premier ministre, comment la Cour constitutionnelle va statuer sur une question où la personne n'a plus qualité? Et pourquoi le Sénat prend en compte cette demande de levée des immunités? Je crois que, et c'est ça au fait les débats, parce que dans l'opinion, on voudrait nous faire voir que le Sénat, bon c'est vrai, le Sénat a accusé certaines faiblesses, parce que le fait seulement d'avoir convoqué la plénière, ils ont fait un huis clos, personne n'a compris, du coup on revient pour nous montrer le vote. Et puis c'est justement pour répondre à des visées politiques. Parce qu'en réalité, au regard de ce que Maître vient de mettre en exergue, en réalité, le Sénat ne pouvait même pas répondre à la démarche de la Cour constitutionnelle, parce qu'il n'y a pas de passerelle de collaboration entre les deux. Et il y avait même un développement de pensée pendant qu'on attendait toutes ces réactions. On nous a dit, non, voilà, le fait seulement qu'il était ancien Premier ministre, on devait convoquer le Congrès. Oui, ça même. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès pour lever les immunités. On va lever les immunités d'un sénateur, pas d'un Premier ministre. Leurs collègues, ils vont lever les immunités de leurs collègues. Il faut donner des soubassements. Ce qui veut dire que c'est vrai, il faut reconnaître que les institutions judiciaires ont failli parce qu'ils n'ont pas su donner le vrai contenu à certaines dispositions de la Constitution. L'excès de politisation. La Cour constitutionnelle, qui est censée interpréter la Constitution, elle, déjà à ce niveau-là, a des confusions sur l'interprétation. Ça pose problème, madame. Ça pose problème. Parce que je peux comprendre que les autres instances puissent commettre cette erreur, mais pas la Cour constitutionnelle, qui est la gardienne de la Constitution et qui est supposée interpréter, donner le contenu ou la substance de certaines dispositions de la Constitution, c'est lancé dans ces débats. Et aujourd'hui, on nous dit non, voilà, on doit saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter telle disposition, telle autre disposition. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on veut trouver des brèches pour donner le contenu. Soit il y a un problème de virginité constitutionnelle, il y a une disposition qui manque, ou soit il y a une volonté d'adapter la Constitution par rapport aux visées politiques. Et au finish, on va se rendre compte, on risque de juger quelqu'un en violant la procédure. Or, si les juges violent la procédure, il n'y a pas de jugement correct. On risque de condamner pour des faits politiques. Parce que les juges n'ont d'autorité que la loi, pas la politique. Voyez-vous? Alors, tout est politique. Les juges n'ont d'autorité. Les juges n'ont d'autorité que la loi. Tout à fait. Il faut que nous puissions dire à notre population que nous ne sommes pas ici en train de défendre les valeurs ou de chercher à protéger les intouchables. Non. Nous parlons de la procédure. Nous sommes en train de dire ce que les textes disent. Oui. Vous savez, pour ceux qui en ont l'habitude, quand vous êtes dans l'hémicycle du Sénat ou de l'Assemblée nationale, les 500 personnes, vous voyez les 109 personnes ou 108, vous ne savez pas, donc vous sentez que vous êtes en fait dans un enclos et ils peuvent prendre des décisions. Mais aux conséquences terribles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir avec une question qui concerne un Premier ministre ou un ancien Premier ministre ou une question d'État et venir la traiter avec légèreté. Tout simplement parce qu'il y a une clameur. Parce que vous risquez de commettre des erreurs. Et dans les États des hommes normaux, vous avez condamné quelqu'un par erreur, il vous poursuit demain en dommages et intérêts. Oh oui, c'est chez les hommes normaux, hein? Ici, vous savez qu'il y a un cas d'un monsieur qui aurait pu bénéficier des immunités, heureusement ou malheureusement pour lui, il n'en avait pas, qu'on a déféré devant la justice et qu'aujourd'hui, on a condamné le complice,
lui, ce monsieur-là, complice, on le condamne à 13 ans de prison. L'auteur de l'infraction, l'auteur de l'infraction, on le condamne à 6 ans. Vous trouvez ça normal? Donc, le complice est condamné pire que l'auteur. Ouais, ça dépend. Oui, donc, c'est pour vous dire que ce sont des dossiers d'État. Quand vous gérez ça avec passion, parce qu'il y a la clameur, vous allez aller tellement vite qu'au moment où vous allez arriver dans le procès, vous allez vous rendre compte que les dossiers est peut-être vide. Or là, vous avez déjà les mains liées. Le peuple attend que vous puissiez condamner Jésus. À tort ou à raison, condamnez-le. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous ne voulons pas qu'on puisse utiliser ces manœuvres-là pour juger des dossiers qui ont concerné un premier ministre ou un ancien premier ministre. Parce que le danger, c'est lequel? C'est que vous l'avez déjà imputé tellement, ces faits-là. C'est pour ça que je ne sais pas si la population va être d'accord avec moi, et je ne défends pas ces gens-là. C'est pour ça que lorsqu'on veut lever les immunités d'un député ou d'un sénateur, tellement c'est parfois des faits qui leur sont imputés qui sont graves, qui peuvent même toucher à leur honneur, c'est pour ça que les débats est à huis clos. Pourquoi? Pourquoi? J'en donne la raison. J'en donne encore une autre motivation. Parce que lorsque même le procureur est en train d'instruire un dossier, il le fait de manière cachée. Je vais utiliser des termes que les communs de mortels vont comprendre. Quand on instruit un dossier sur une personne, aussi longtemps qu'on n'a pas encore saisi les juges, jamais on expose ces faits-là. On attend quand on va saisir les juges, et puis là on peut exposer. Mais au Congo c'est fréquent depuis un temps, on a jugé, on en a déjà fini, donc, alors que le dossier n'existe pas. Et vous avez vu dans les dossiers, par exemple, Caméré, au premier degré, c'était à ciel ouvert, au second degré, on a fermé, je ne sais pas pourquoi. Ça nous a fait poser des questions et on a vu le jugement qui est donné. Moi, je ne partage pas ce jugement-là. En tout cas, c'est une décision de justice, tant mieux. Mais personnellement, j'ai vu qu'il y a des failles là-bas. Et malheureusement, au lieu de nous donner le droit, ça donne encore la possibilité à ce que les voies de recours puissent s'ouvrir. Il peut encore aller en cassation parce que ça a été mal jugé. Sa peine a été plus que la peine. C'est comme si on a fait ça alors sciemment. Alors il y a déjà eu des récompenses positives. Maintenant, au cas où revient... Donc, finalement, nous, on commence à nous poser la question de savoir est-ce que les 57 millions vont rentrer? Est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Parce que dans la décision, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas. Est-ce que ce qui avait été confisqué a été remis ou a été toujours confisqué? Donc, ce sont des questions où il ne faut pas traiter, comme l'a dit Bolodjoa, avec autant de passion. Ce sont des questions qu'il faut traiter. Il faut prendre son temps d'abord à mener les enquêtes. Il faut prendre son temps à ce que lorsque vous avez des faits qui incriminent telle ou telle autre personne, saisissez les autorités compétentes et qu'on vienne directement devant les juges. Mais quand vous avez déjà tellement alimenté l'opinion, la conséquence c'est que nous on sait déjà que Yekaranda Ibaki. Et quand vous venez devant les juges, si vous ne savez pas prouver cela, ben, ça pose problème. Alors on va commencer par Alain. Non, monsieur Christian. Ouais, les cas, ouais. Oui, j'étais en train de dire, avant que nous partions, il y avait une question qui a été posée. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Je pense qu'à un moment donné, il faut préalablement dépassionner l'État. On ne fait pas dépassionner l'État. Oui, il faut dépassionner l'État. On ne fait pas les affaires publiques avec beaucoup de passion. L'État appelle à un minimum de rationalité. Et si chacun de nous met un minimum de rationalité, on n'aura pas de la passion dans des questions d'État et avec froideur, on pourra garder les choses avec distance. Deuxièmement, c'est que sur la question de l'immunité, dans beaucoup de pays, il y a des lois d'application. Nous n'avons que l'article 117 de la Constitution. Ailleurs, par exemple, au Canada, il y a une loi sur le Parlement qui permet de décliner les conditions dans lesquelles les immunités peuvent, oui ou non, fonctionner. C'est aussi à notre Parlement de réfléchir sur la possibilité d'avoir une loi d'application qui va mieux nous aider à développer ce que l'article 107 a dit en liminaire. Or, c'est eux-mêmes les bénéficiaires. Exactement. C'est eux-mêmes les bénéficiaires, malheureusement, mais c'est à eux de légiférer. Ils peuvent légiférer également, si certains le veulent, avec beaucoup de lucidité. Donc, c'est ce travail-là qu'il faudra faire. Mais en même temps, je crois que c'est au niveau de la justice. Il faut que notre justice soit capable de s'autonomiser réellement. On n'a pas besoin d'attendre que les gens soient au Parlement pour qu'on les juge. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un gouvernement. Les gens posent des actes de gestion. Est-ce qu'on peut nous dire, sous l'affaire Nirangongo,
les fonds qui ont été jusque-là déboursés, comment ils ont réacté, est-ce qu'il y a un audit qui a été fait, et il peut aujourd'hui déjà commencer à avoir d'actions judiciaires. On n'attendra pas que le ministre quitte sa fonction, qu'il rejoigne le Parlement pour qu'on commence à demander des procédures de levée d'immunité. Je crois qu'à un moment donné... Mais si l'agence est rattachée à la présidence, c'est une fuite en avant, et encore que lorsqu'un ministre quitte son mandat, il ne revient pas de manière automatique au Parlement. Il faut un mécanisme de validation. Donc la justice a le temps nécessaire avant la validation. C'est là s'inscrire en session parlementaire. Généralement, c'est en fin de session. Donc la justice, si elle veut faire son boulot, elle a le temps matériel de faire son boulot quand un ministre quitte le gouvernement. Nous avons des ministres qui ont quitté le gouvernement récemment. Ils ne sont pas encore validés. Donc ils ne sont pas couverts d'immunité. C'est à ce genre de moments que la justice peut se saisir. Mais s'il faut attendre que quelqu'un soit au Parlement et que la procédure qui a été faite, non pas pour un individu, mais pour protéger un corps entier soit enclenchée, c'est un processus plus complexe. Donc, je reviens quand même sur cette problématique des compétences, vraiment, en passant. Si il est avéré, enfin non, parce que c'est une compétence du procureur près la Cour de cassation de demander éventuellement la levée des immunités par rapport à un parlementaire parce qu'il veut l'amener en justice. Et puisque cette question défraie la chronique, qu'attend ce procureur concerné? De mon point de vue, l'action en justice a été mal engagée parce que la personne qui a engagé l'action n'avait pas qualité pour le faire. Et je crois que c'est là où, Bolo, tu as raison, le Sénat aurait pu nous aider à éviter ce feuilleton en répondant par correspondance, en retoquant simplement la démarche en disant que la Cour n'avait pas qualité pour saisir la Chambre sur la question. Le fait que le Sénat ait accepté d'ouvrir une plénière, de siéger sur la question, alors que la personne qui a saisi n'avait pas qualité, en quelque sorte légitime la démarche et donc justifie parce que si c'était le contraire, 46 de l'autre côté, 49 donc il y a ici, probablement des inférences politiques. Si le bureau du Sénat l'a inscrit, c'est probablement pour dire que c'est pas moi qui bloque une volonté politique. Je mets les sénateurs devant la responsabilité, quitte à ce que je me libère d'une pression qui viendrait d'ailleurs. D'ailleurs, on le sent aujourd'hui, il y a beaucoup de pression sur le bureau du Sénat, comme pour dire qu'ils n'ont pas joué leur partition. Donc le Sénat a joué à un jeu politique en acceptant une requête qui n'était pas bien engagée, en le soumettant à la responsabilité des élus pour se dédouaner en quelque sorte. Et voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas gagné parce que le Sénat, comme institution, n'en sort pas grandi. Alain Bolodjo. En tout cas, le plus grand souci aujourd'hui, c'est d'abord sensibiliser la population. Il suffit seulement de suivre ce qui s'est dit, comme l'a dit notre ami Christian. Au niveau de la cité, au niveau de la rue, on dit non, voilà, le Sénat n'a pas obéi au mot d'ordre du chef. Ce qui veut dire déjà, ils n'ont pas obéi au mot d'ordre du chef. Ce qui veut dire que pour le commun de mortels, l'Assemblée nationale et le Sénat sont des appendices de la présidence. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'ils sont là pour obtempérer, pour exécuter tous les ordres émanant du président de la République. Non. Le Constituant n'a pas voulu à ce qu'il y ait un président de la République et un Sénat pour qu'ils soient des accompagnateurs. Il peut aussi y avoir conflit d'intérêts entre les autres institutions. Le Sénat peut aussi aller dans un sens autre que celui du président de la République. Ils ne sont pas là pour faire ce qu'ils veulent. Et puis, deuxièmement, il y a aussi le principe de la séparation du pouvoir. Ne pensez pas que quand la justice mène son action, le Sénat est obligé d'aller dans le sens de la justice, dès lors que lui-même n'est pas convaincu sur la portée et politique et judiciaire. Ce sont là des réalités que l'on doit dire à la population, que toutes ces institutions-là ont une certaine autonomie en matière de gestion. Mais il y a un autre aspect que l'on doit insister sur. Je prends l'exemple de Mike Mukebai. Il était couvert par l'immunité. On a dit qu'il y avait cas de flagrance, et pourtant on n'a pas respecté les délais. Le bureau a siégé, le bureau a décidé sur la levée des immunités, et par la suite, tout le monde s'est rendu compte que ses droits étaient violés. Mais il n'y a pas eu réparation. Non. On l'a libéré, certes, mais il n'y a pas eu réparation. C'est-à-dire que la sensibilité des questions qui sont abordées, qui sont traitées au niveau institutionnel, demande à ce que nous allions au-delà de la clameur publique. C'est vrai que la population a sa compréhension, sa manière d'appréhender les choses. Nous autres, nous ne sommes pas des initiés. Nous pouvons émettre un point de vue. Mais vous qui êtes technicien, parce que c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui a eu à faire
5 ans à l'université, en droit. Il a eu à prester pendant des années. Aujourd'hui, il assume la haute fonction juridictionnelle. Et on nous dit, non, voilà, il a commis une erreur. Mais une erreur de procédure. Madame, essayez un peu de vous imaginer le procureur près la cour constitutionnelle puisse commettre une telle erreur. Mais quand vous nous dites ça, comment vous réagissez alors à cette question du professeur Luzolo Bambi, l'ancien Premier ministre, qui dénonce le refus du Sénat de lever l'immunité du sénateur Augustin Matata Ponyo, tel que le souhaitait le procureur près la Cour constitutionnelle, qui le soupçonne d'être à la base de la débâcle du projet Bukangalo. Finalement, nous qui ne sommes pas scientifiques, qu'est-ce qu'on comprend? Non, mais le problème, c'est que déjà sur le plan de fond, parce que là nous ne parlons que de la forme, déjà sur le plan de fond, il y a un sérieux problème de responsabilité. Nous pouvons nous le dire. Le Premier ministre, quel est le rôle du Premier ministre en rapport avec la conception et la mise en œuvre d'un projet? Ça aussi, c'est un problème. Parce que je sais que c'est un éminent professeur, quelqu'un qui a une certaine notoriété, mais par moments, il se laisse aussi emporter par des émotions. Il veut justement s'accommoder à ce qui s'est dit dans la rue. Lui aussi n'a pas réfléchi en scientifique. Parce que dans le fond, la responsabilité, on peut parcourir la Constitution, on peut parcourir les ordonnances. La responsabilité en matière de gestion de programme ne relève pas de la compétence d'un Premier ministre. La Constitution dit clairement dans son article 91, les ministres sont responsables de leur département. Et pourquoi on n'a pas poursuivi les ministres de l'Agriculture? Parce qu'il fallait commencer par là. Le débâcle du programme, du projet Bukangalonzo, il y avait un problème, c'était un problème de gestion. Ce n'était pas un problème conceptuel pour rendre responsable tout le gouvernement. En matière de gestion, le ministre des tutelles seul porte la responsabilité devant ces autres. Et puis par rapport à la procédure, nulle part notre constitution nous dit que chaque fois qu'il y a demande d'élever des immunités, le Sénat est astreint d'exécuter. Pourquoi on donne à la plénière la responsabilité? Parce que la plénière peut aussi apprécier. C'est aussi une manière de sanctionner la demande. Et si on veut nous faire voir que non, voilà, chaque fois qu'il y aura demande des immunités, on doit obtempérer, c'est qui veut dire qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Voilà. Vous permettez, Julie Sefou, par rapport à la question que vous avez posée sur le professeur Luzolo Bambi, il y a lieu d'affirmer ceci, que le professeur appartient à un courant juridique. Il y en a deux. C'est qu'il y a un courant des juristes qui dit que lorsqu'on veut poursuivre une personne, le tribunal compétent est celui... en fait, la compétence du tribunal s'apprécie au moment des poursuites. Ok, au moment. Au moment des poursuites. Et il y a un courant dans lequel appartient le professeur Luzolo Bambi qui dit non, la compétence ne s'apprécie pas au moment des poursuites, mais la compétence s'apprécie au moment des faits. Vous, ici, vous êtes un peu de l'autre courant, hein, au moment des poursuites. Non, ça, ce sont des courants qui sont théoriques. Okay. Nous sommes mais nous nous alignons. Non, nous sommes dans les textes. Je vous ai dit ici, l'article 218, alinéa 5 du règlement intérieur du Sénat dit... Qui est passé par la Cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, cet article-là, qui est passé par la Cour constitutionnelle, voilà comment la Cour l'a interprété. La Cour a dit ceci. Cette disposition, ça veut dire l'article 218 du règlement intérieur, j'ai lu ici l'arrêt R-Cons 967 qui a fait passer qui a jugé de la constitutionnalité du règlement intérieur du Sénat, 6e feuillet, qui dit ceci. C'est le 4e paragraphe. Cette disposition sera déclarée conforme à la Constitution, pourvu qu'elle ne soit pas interprétée dans le sens de soustraire les sénateurs à la justice, ce qui serait une entrave à l'égalité de tous devant la loi et la séparation des pouvoirs consacrée dans la Constitution, celle-ci ayant été affirmée clairement dans son exposé des motifs par les parlementaires, dans l'exposé des motifs que les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi. Effectivement, on ne peut pas, par les immunités, faire en sorte que les sénateurs soient soustraits de la justice, parce que là, il n'y aura plus d'égalité de tous devant la loi. Mais si la Cour constitutionnelle a laissé passer cette disposition, pourquoi? Parce que le Sénat a estimé que par rapport à la Constitution, si vous voulez poursuivre un sénateur, l'article 218
alinéa 5 du règlement intérieur du Sénat dit que lorsqu'ils sont hors session, le bureau ne peut lever les immunités d'un sénateur que s'il entend le procureur général près la cour de cassation. Mais s'ils sont en session, là, ça va être le procureur général près la cour constitutionnelle parce que la personne avait été Premier ministre. Non. Là, la question qu'on allait se poser, c'est que, bon, maintenant, le Sénat allait partir en vacances. Les immunités ne sont pas levées. Le procureur général près la cour constitutionnelle peut encore revenir demander, mais s'il vient, il vient demander, on va lui opposer l'article 218 in fine. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans les courants doctrinaires. Nous sommes dans les textes. Les textes a dit que le sénateur est justiciable de la Cour de cassation. La personne que vous poursuivez, à quelle qualité? Premier ministre. La qualité de Premier ministre n'existe pas dans nos textes. Ah, il y a une disposition au moins que j'allais oublier. L'article 99 de la Constitution dit qu'à l'expiration des mandats d'un Premier ministre, si 30 jours après l'expiration de son mandat, il n'a pas déposé la déclaration de son patrimoine ou qu'il a fait une fausse déclaration, la Cour constitutionnelle peut poursuivre. C'est seulement dans cette hypothèse-là. Article 99. Ceux qui sont à la maison peuvent vérifier. C'est seulement l'hypothèse de l'article 99 où on dit que la qualité d'un Premier ministre existe et qu'on peut poursuivre après le mandat. Mais dans les autres dispositions, on n'a rien dit. Et donc, si le procureur général près la Cour constitutionnelle doit poursuivre, disant que c'est parce que la personne a la qualité de Premier ministre, pendant que les textes lui opposent que ça doit être le procureur général près la Cour de cassation, vous voulez que le Sénat puisse lever les immunités en cet instant-là, la personne peut se dire aussi, mon droit de la défense ne va pas être garanti, parce que ce n'est pas lui qui doit me poursuivre, mais vous m'exposez. Demain après demain, il saisit les instances internationales. Moi, je veux tout simplement dire que qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse du Sénat. À l'Assemblée nationale, on se réunit à 500. Au Sénat, on s'est réunit à 109. À la Cour constitutionnelle, on s'est réunit à 9. Dans le cabinet du procureur général près la Cour constitutionnelle, j'imagine qu'il y a le procureur général, quelques conseillers. Vous êtes en très petit nombre. Quand vous prenez des décisions, vous devez toujours réfléchir aux conséquences que ça peut entraîner. Vous pouvez envoyer des gens à prendre les armes, tout simplement parce que vous avez voulu juger une question avec beaucoup de sentiments. Là, à l'intérieur, quand vous faites vos réunions à 10, à 8, à 9, vous n'êtes qu'à 8, à 9. Mais vous ne savez pas que dès que vous avez pris la décision, elle sort. Elle impacte sur 90 millions d'habitants. Respectez les textes, on va se soumettre. Si vous ne respectez pas les textes, la Constitution dit d'ailleurs que c'est lui qui ne respecte pas qui vous donne un ordre qui est manifestement légal, vous refusez. C'est simple. Madame, s'il vous plaît, je voudrais juste, s'il peut prendre son mal en patience, je voudrais juste amener un élément qui semble échapper à monsieur le professeur, que je respecte par ailleurs. Si dans leur logique, un ancien Premier ministre doit être jugé par la Cour constitutionnelle, en principe, on doit aussi respecter la procédure. Parce que dit la procédure pour le poursuite d'un Premier ministre au regard de l'article 166 de la Constitution? Il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès. Mais pourquoi alors le procureur de la Cour constitutionnelle a adressé sa correspondance au Sénat? Pourquoi n'avoir pas adressé sa correspondance à la Cour, au Congrès? C'est justement parce qu'ils ont compris qu'il est sénateur. Ce qui veut dire que c'est vrai, ils peuvent avoir la volonté d'aider la République à recouvrer son dû, mais ils doivent apprendre à respecter la procédure. Si un économiste commet une erreur en termes de chiffres, je ne peux pas le pardonner. Quid alors d'un juriste? Et encore plus d'un responsable au niveau de la Cour constitutionnelle. Si vous savez qu'il doit être poursuivi en tant que Premier ministre, appliquez l'article 166. Le juge, la personne, l'instance habilitée à lever les immunités d'un Premier ministre, si vous les considérez en tant que tel, ce n'est pas le Sénat, c'est le Congrès. Alors, si vous n'avez pas saisi le Congrès, vous avez saisi vous avez saisi le Sénat, ce qui veut dire que vous lui reconnaissez le statut de sénateur. Mais vous voulez qu'il soit jugé par la Cour constitutionnelle alors que la procédure, déjà par rapport à cette question, pose problème. C'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste, je sens la volonté d'établir l'état de droit
Je ne sais pas si c'est un droit brisé ou quoi. Mais au-delà de ça, il donne l'impression comme si c'était une démarche politique. Sincèrement, je ne peux pas pardonner à un juriste. Donc vous soutenez qu'il n'aurait pas fallu que le Sénat traite cette question? Non, mais si eux ont raison, oui, en principe, ils devaient convoquer le Congrès pour statuer sur la question. S'ils considèrent qu'on a cristallisé si on considère qu'il doit être poursuivi en tant que Premier ministre. Mais si on veut lever les immunités en tant que sénateur, pour que cette fois-là, qu'il soit jugé en tant que Premier ministre, ce qui veut dire qu'il doit avoir béba. Ça coûte cher, hein, le Congrès. Organiser le Congrès, c'est pas évident. Il faut de la distanciation physique et tout. Or, il faut faire urgemment pour répondre, n'est-ce pas? Bon, juste un petit ajout à ce que en fait, c'est vraiment pas un ajout, c'est un impair peut-être à ce que disait Bolodjoa. Si on a probablement orienté l'action vers le Premier ministre Matata, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ministre de Finances. Il y avait un ministre délégué des Finances, qui était Bi. Et donc, d'une certaine manière, celui qui répondait des obligations financières, c'est le Premier ministre. Et donc, puisqu'on parle il s'agissait d'un partenariat public-privé où la République a mis 285 millions de dollars. Et donc, si on parle de finances publiques, celui qui répond, c'est le ministre des Finances. Et puisqu'on avait un ministre délégué des Finances qui répondait auprès du Premier ministre, c'est dans cette logique-là, je suppose, que l'action est orientée vers la personne du Premier ministre. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la chose est plus ou moins claire. Là où je suis d'accord avec eux, c'est dans l'orientation de l'action qui ne devait pas venir de la Cour constitutionnelle et qui devait venir de notre juridiction. Malheureusement, les choses ont été faites telles qu'elles ont été faites et elles ne nous aident pas, malheureusement, à avancer. Moi, j'ai une question. Je sais que peut-être que ça n'a rien à voir avec des immunités parlementaires dont nous parlons ici, mais parlant du Premier ministre. Alain ou Christian a parlé même de la déclaration du patrimoine. Pourquoi cette déclaration n'est pas rendue publique? Dorcas est nommé ministre. Normalement, lorsque j'ai fait la déclaration de mon patrimoine, ça doit être rendu public pour que Bolodjoa sache que maman Dorcas avait une voiture, une maison à Kisenso, 2 terrains à Massimanimba, et que lorsque finalement j'ai fini avec mon mandat, vous allez également à Gombe, et ça vous permet également d'évaluer et de savoir si j'ai volé ou pas. Pourquoi ça s'est fait? Pourquoi c'est en cachette? Je pourrais, et la question a toute sa raison d'être, pour la simple raison que aujourd'hui les textes disent que la déclaration de patrimoine est transmise à l'administration fiscale, déposée à la Cour constitutionnelle la transmet à l'administration fiscale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'il faut publier ça absolument, alors même que les textes disent c'est seulement transmis? Si nous publions, nous touchons aux libertés de cet individu-là, parce qu'il peut aussi avoir dit la vérité. Mais comme ce sont ces maisons, vous savez, je ne vais pas citer les tribus ici, mais vous savez que vous publiez 50 maisons que vous avez même avant d'avoir été Premier ministre. On vous tue dans votre famille. Bon, on vous fera remplacer. Mais alors, il va falloir dire aussi, nous avons expérimenté cela. Au niveau de l'Assemblée des hommes libres, nous avons pris l'initiative de prendre une loi sur la moralisation de la vie publique. On amène ça chez les députés. Vous savez ce qu'ils disent? Parce que personne ne veut qu'on puisse publier les biens. Moi, je sais que lorsque Félix Tshisekedi était entré au pouvoir, j'avais enquêté à l'époque, je connais le nombre des maisons qui étaient entrées à la Cour constitutionnelle. Je connais aussi le nombre des voitures. Ça, moi, je sais, c'est un secret pour moi. Je n'ai même pas le droit de divulguer ça. Secret d'État. Oui, c'est secret d'État. Mais on va vérifier le jour où le président de la République, 2023 ou 2028, il ne sera plus là. Nous irons vérifier par rapport à ce qu'il gagnait, qu'est-ce qu'il a maintenant. Mais le souhait, c'est que, et surtout pour les présidents de la République, les premiers ministres, les membres de la CENI, leurs avoirs doivent être publiés. Si ailleurs ça s'est fait, puisque nous avons l'art de copier ce qui s'est fait ailleurs. Il n'y a pas de secret. Nous pouvons copier également. Madame Dorcas, il y a une culture qui doit accompagner le système politique ou le régime politique. C'est que nous avons un niveau culturel qui ne correspond pas au niveau culturel français, par exemple. Si je suis un Congo, étaler ma richesse est considéré comme une menace. C'est culturel chez nous. Et il faut ajouter le fait que la Constitution, dans son article 34, a posé les principes
de la sacralité de la propriété privée. Lorsque j'ai un patrimoine, il fait partie de ma propriété privée. Donc, elle ne peut être portée à la voie publique que sur mon consentement, puisqu'il s'agit d'une propriété privée. Alors, maintenant, comment faire? Les acteurs comment politiques faire pour disposent des propriétés privées. Parce que c'est ça. Nous n'avons pas, Christian, excuse-moi de t'interrompre. Permettez-moi de Laissez, finir. monsieur Les Christian, acteurs ça sera votre mot de la fin disposent aussi. des propriétés privées. Lorsque nous parlons des patrimoines, nous parlons des propriétés privées. Et la propriété privée, elle est sacrée constitutionnellement. Et donc, on ne peut parler d'exposer les propriétés que lorsque on a des cas assez avérés de détournement et qu'une action judiciaire peut être menée. Mais c'est pour ça que chez nous, il y a un régime de déclaration. Mais là où je serais d'accord avec vous, c'est qu'il faut qu'on dépasse le stade de déclaration et qu'on aille un peu plus loin que la déclaration, avec une possibilité, lorsque à la fin du mandat, la déclaration ne correspond pas à ce qui était fait au début du mandat, qui est de poursuite judiciaire, éventuellement une justification de l'enrichissement illicite. Parce qu'à un moment donné, on connaît combien touche un ministre. Non, donnez-moi seulement 30 secondes. Je vous ai dit. Je ferai 15 secondes d'ailleurs. On peut aller en termes d'enrichissement illicite. Je voudrais seulement, parce que nous avons proposé par rapport à la loi, nous avons proposé par rapport à quel est le mode de publicité. Non, je vais juste. Quel est le mode de publicité? Juste le mode de publicité ne peut consulter les éléments publiés que celui qui en a demandé. Ça veut dire qu'on ne va pas publier comme ça, on vient, on fait pancarte. Donc les sorciers ne viendront pas. Si vous n'avez pas demandé, on ne vous le présente pas aussi. Il faut faire une demande. C'est ça que nous avons proposé comme mode de publicité. Qui a qualité pour demander mon patrimoine privé? Tous les citoyens. C'est la fin, il y c'est a la deux fin. éléments. Le contrôle citoyen nous exige à nous de voir comment vous vous enrichissez. Mais il y a un problème en amont, vous l'avez soulevé, vous l'avez effleuré. Alain, regarde l'heure. C'est la question de salaire. Qui connaît les salaires que touche un président de la République au Congo? La liste civile devrait être... Les invisibles. Merci, Il y a la liste monsieur civile, Alain. mais les invisibles. Merci, monsieur Mango. Voilà, c'est vraiment la fin, c'est vraiment la fin. J'étais un peu triste parce que lorsqu'on parle des immunités parlementaires, je me suis rendu compte, vu le comportement également de nos parlementaires, je vois comment ils se comportent, je me rends compte que, comme disent les Quinois, tout ça, mais je vais dire, comme quelqu'un avait dit, tous ces pays ici-bas, même si... Mandat l'État est silaka. Mandat l'État silaka. Kibokondipe est silaka. La saison peut est kaka. Alors, un jour, souka to holandela yo kaka. Demain, dans ta grandeur, je serai avec vous. On va parler de la prière qui marche. La prière marche toujours. Même au Congo, la prière marche. La preuve, Dieu a parlé, a crié sur Nyiragongo. Nyiragongo a obéi. Ne fais pas des commentaires. Julie. Alors, je veux quand même dire juste une appréciation parce qu'il y a beaucoup de réactions. Oui, malheureusement, ça arrive à la fin. Alors, il y a ceux qui estiment que lorsqu'il y a lorsqu'il y a conflit de compétences, répondez par oui ou non, les juristes, lorsqu'il y a conflit de compétences, la Cour de cassation reste l'organe compétent. C'est ça? Alors que lorsqu'il y a conflit d'interprétation des lois, on fait appel à la Cour constitutionnelle. Bon, je peux concevoir des choses de cette manière, lui concéder de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas possibilité de faire d'autres commentaires. Et donc tout ça pour dire que la Cour de cassation aurait dû mener la démarche. Oui. Alors on vous dit merci, merci pour ce partage. On espère que l'opinion a été plus ou moins éclairée, parce que c'est des questions de société qui nous concernent, mais qui concernent aussi ceux qui aujourd'hui sont en commande et demain passeront de l'autre côté. Les immunités, parfois, au moment, on les interprète mal. On se laisse donner des baffes, par exemple, des insultes parce que quelqu'un a des immunités. Or, on comprend le contexte de ces immunités. Franchement, il y a lieu de recadrer un certain nombre de choses. Vraiment, pour nous soyons égaux devant la loi. C'est ça, l'état des droits. On a fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.